croissance mondiale, en ce moment, elle est bonne. Elle est bonne et c'est pas vraiment nouveau, si j'ose dire. Ça fait très longtemps qu'en fait, à part les périodes de crise, les 18 mois de crise que nous avons tous les 10 ans, ça fait 40 ans qu'il y a 3% de croissance mondiale. Ce qui a changé au cours de ces 40 dernières années, c'est qu'il y a une croissance mondiale qui aujourd'hui est très diversifiée. Il y a la Chine qui tire, il y a les États-Unis qui tirent, il y a l'Europe qui, après des années de croissance très faible, accélère depuis presque 2 ans, avec l'Allemagne, le rebond de l'Espagne, le rebond du Portugal, le rebond de la France, le rebond des pays du Nord. Il y a l'Afrique, il y a l'Inde, il y a les pays d'Asie du Sud-Est qui dépendent de la Chine. Donc en fait, partout, presque partout, il y a une croissance économique forte. Elle est diversifiée et elle est tirée par des secteurs qui sont largement décorrélés les uns des autres. Aux États-Unis, ce qui tire, c'est à la fois la santé, mais c'est aussi la technologie et le pétrole de schiste. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est pour ça que je suis très confiant sur le fait que mondialement, on a une croissance solide, parce qu'elle est diversifiée, tirée par des facteurs décorrélés les uns des autres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques qui peuvent l'arrêter, mais fondamentalement sur ce qui fait la réalité de la croissance, c'est-à-dire la productivité, l'innovation, le travail, la montée des classes moyennes dans les pays émergents, c'est très solide. Alors cette croissance n'est pour autant pas homogène. Selon les secteurs, elle est très différenciée. Quand vous regardez bien, ce qui va bien, c'est ce qui est dans la technologie, dans la santé, dans les énergies renouvelables, un peu dans le bio, ou ce qui est tiré par la consommation chinoise et américaine. Tout le reste, c'est plus difficile. Si vous ne bénéficiez pas de ces facteurs qui vous tirent, c'est plus difficile parce que la plupart des autres secteurs sont quand même challengés par les transformations digitales, les transformations énergétiques et les transformations des modes de consommation. Et donc on se retrouve avec, si vous n'avez pas la chance d'être dans un de ces endroits privilégiés, vous avez un chiffre d'affaires qui est souvent pas si croissant que ça, parce que vos produits soit ne génèrent pas tant de demandes que ça, soit votre capacité à tenir vos prix est faible. Vous avez à investir pour gérer votre transformation, digitale ou énergétique, et vous avez à amortir de manière accélérée des investissements qui se révèlent finalement pas utiles sur d'aussi longue période que prévu. Quel secteur ? Distribution, automobile, énergie, habillement, télécommunications. Ça fait beaucoup dans le PIB de secteurs qui sont en fait disruptés. Alors il y a quand même des risques évidemment à court et à moyen terme sur la croissance. Il y en a 4 dont il faut dire un mot. La Chine, le cycle américain, le Brexit et l'éventualité d'une nouvelle crise financière mondiale. Alors la Chine, ça fait 25 ans que ça se développe, ça fait 25 ans que dans les pays occidentaux, on n'y croit pas. Ça fait 25 ans dans les pays occidentaux qu'on dit les chiffres sont faux, il y a une bulle immobilière, il y a une bulle boursière, il y a de l'endettement partout, il y a du shadow banking, les banques sont trop leveragées, il y a des surcapacités dans l'industrie. Et ça fait 25 ans que la Chine gère effectivement ça de manière à poursuivre son développement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un modèle de développement qui consiste à faire passer la population chinoise progressivement d'un niveau de vie agricole à un niveau de vie de classe moyenne européenne. Et comme ça se passe sur des dizaines de millions chaque année, 10 à 20 millions chaque année, et qu'il en reste encore quelques centaines de millions, et qu'ils ont trouvé la recette pour faire ça de manière homothétique, c'est-à-dire faire en même temps tous les investissements qui font que tout le monde passe d'un niveau de développement à un autre, avec le travail qui va avec. Si vous construisez en même temps dans une ville les maisons, les universités, les hôpitaux, les aéroports, les usines pour construire tout ça, homothétiquement, vous réussissez puisque ça fonctionne. Et donc, ils sont en train de gérer cette nouvelle étape, qui est une étape de transformation d'une économie qui avait été nourrie par l'exportation moyenne gamme et les infrastructures, en une économie qui se nourrit d'elle-même de consommation, de services et de technologies. Donc, cette transformation se poursuit. Peut-elle être mise en danger par la guerre commerciale qui est en cours entre la Chine et les États-Unis ? Il n'y a pas de réponse totale à cette question, mais le total des exportations de la Chine vers les États-Unis, c'est 3,6% du PIB chinois. C'est beaucoup. C'est 7 mois de croissance. Donc ce n'est pas non plus systémique. Et puis de toute façon, ça ne va pas tomber à zéro, même avec la guerre commerciale. Donc on pense que c'est absorbable, mais on pense aussi que
derrière cette guerre commerciale, ce n'est pas seulement une question de droit et de volume d'exportation ou d'importation. Il faut se placer en Occident dans une logique que la Chine, ce n'est plus le pays dans lequel on cherche à fabriquer pour exporter, mais c'est un pays auquel on doit penser pour fabriquer en Occident pour exporter en Chine. Et c'est comme ça qu'on rétablira l'équilibre plus que par la guerre commerciale, parce que le niveau de vie en Chine va continuer à s'élever. Il faut se mettre dans une logique de fabriquer en Occident pour exporter en Chine et réduire ces déséquilibres, parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est vrai qu'un déséquilibre commercial ne peut pas durer éternellement. Et donc il faut bien trouver un moyen de le réduire de cette manière-là. Alors le deuxième risque, c'est le retournement du cycle américain. C'est toujours possible, un retournement de cycle. Celui-là dure depuis très longtemps. Je pense que c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt parce que dans cette reprise américaine, on a longtemps dit que les salaires n'augmentaient pas beaucoup. Depuis 12 mois, 18 mois, ils commencent à augmenter vraiment. Donc ça va nourrir une étape supplémentaire du cycle. On disait aussi que le chômage a beaucoup baissé, mais le taux de participation au marché de l'emploi reste bas par rapport à l'avant-crise. Ce taux de participation au marché de l'emploi a commencé à remonter depuis quelques mois, pas très longtemps. Et ça aussi, ça nourrit la croissance. Et donc, je ne pense pas que les choses soient mûres pour un retournement du cycle américain dans les 18 prochains mois. Le Brexit dure sans période de transition, c'est un risque. C'est un risque parce qu'on crée une discontinuité dans les flux de marchandises, on crée une discontinuité dans l'investissement et dans la consommation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à 27, et donc on crée un effet récessif. Quand on cherche la crise, il faut chercher la dette systémique insolvable. Parce qu'une crise, c'est toujours un gros paquet de dettes insolvables ou solvables, mais que personne ne veut refinancer. Et pour que ce soit une vraie crise, il faut en plus de ça qu'il y ait un effet de chaîne qui se répande dans l'ensemble de l'économie. Parce que si vous avez une grosse dette insolvable et que vous savez tout de suite, le lendemain matin, au fond, qui a pris sa perte, ça ne sert à rien de faire une crise mondiale, puisque vous prenez votre perte et vous repartez de l'avant. En revanche, si vous ne savez pas qui a la perte, là, vous attendez, vous arrêtez tout jusqu'à savoir qui a la perte, et là, vous créez vraiment la crise mondiale. C'est ce qui s'est passé, évidemment, avec les subprimes, une grosse perte, une grosse dette insolvable systémique dont on ne savait pas qui la portait, et un effet de chaîne, puisque de perte de confiance générale qui a conduit au blocage complet. Alors, pour chercher la prochaine crise, nous, on cherche la dette insolvable. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvée, la dette systémique insolvable, mais si vous avez des idées, je suis preneur. On a regardé la dette immobilière. La dette immobilière dans l'immobilier résidentiel, dans le monde entier, puisque les superviseurs ont attiré l'attention du système financier sur le fait qu'il y avait beaucoup de dettes dans l'immobilier. On avait mis un buffer contracyclique pour la première fois en France, sur les expositions françaises de toutes les banques européennes. C'est une dette qui est assise sur la capacité de remboursement de centaines de millions de ménages, et qui donc dépend de l'emploi et de la croissance économique. C'est difficile de dire qu'aujourd'hui, elle est insolvable. Elle n'est certainement pas insolvable aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de dettes spéculatives qu'il y avait à une époque où, dans certains pays, jamais en France, on finançait de l'immobilier à crédit au-delà de 100% de la valeur, entièrement à effet de levier, dans un but uniquement de revente en plus-value. Aujourd'hui, même au Royaume-Uni, il y a une beaucoup plus grande discipline dans le financement de l'immobilier résidentiel, avec des loan-to-value plus faibles, et elles sont de plus en plus assises sur les revenus des ménages. Je ne pense pas que la dette immobilière soit ce qui nous menace aujourd'hui. Tout le monde a regardé la dette LBO. Ce que les LBO ont montré pendant la crise passée, c'est qu'au fond, c'était souvent des actifs bien gérés et qui sont tombés moins souvent que la plupart des autres entreprises. D'abord, ils sont bien gérés, ils ont des actionnaires professionnels, et ils sont toujours sur des secteurs moins cycliques que le reste. Je ne pense pas que la dette LBO puisse être la cause de la prochaine crise financière. Il y a la dette étudiante américaine dont on parle beaucoup. Là aussi, elle est assise au fond sur l'emploi aux États-Unis. Et l'emploi aux États-Unis va bien, et encore plus pour les étudiants qui ont dû payer des études sophistiquées, puisque l'emploi technologique va bien. C'est peut-être un problème, mais ça ne peut pas être un problème pour le court terme. Et puis, il y a la dette de certains États, sur laquelle je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont déjà insolvables. L'équation économique de la France est compliquée, plus compliquée que dans beaucoup de pays, parce que la France est toujours un pays en déficit budgétaire et en déficit extérieur. C'est le dernier à avoir les deux déficits en Europe. Tous les autres sont soit à l'équilibre sur les deux, soit en déficit que sur l'un des deux.
Pourquoi ? Parce qu'on a choisi en 2009 l'ajustement lent. Et là-dessus, il n'y a ni à critiquer ou à ne pas critiquer. L'ajustement lent ou rapide, chaque méthode a ses avantages ou ses inconvénients. C'est socialement plus facile à supporter quand c'est lent, mais le rebond est plus différé, ce qui pose d'autres problèmes. L'Amérique choisit toujours l'ajustement rapide, comme c'est leur nature. Et puis certains pays d'Europe du Sud ont subi l'ajustement rapide. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu l'occasion de le choisir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ajustement lent ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a de la création de richesse, du PIB, de la croissance, il faut partager les fruits de cette croissance entre le pouvoir d'achat et la poursuite de l'ajustement. Et donc, quand ça dure depuis longtemps, c'est socialement plus difficile à gérer. Il y a un peu plus de frustration. On ne bénéficie pas tout de suite des mêmes augmentations de salaire que dans des pays qui ont déjà fait leur ajustement, parce qu'il faut en donner un petit peu pour ajuster l'économie, retrouver la compétitivité et rétablir les déficits. Et c'est encore plus difficile quand le pétrole augmente, parce que quand le pétrole augmente, il y a temporairement encore moins à distribuer pendant quelques mois. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment entre la hausse du pétrole et la lassitude de l'ajustement long. C'est un peu difficile de faire passer les messages. Alors Guillaume, justement, il a interviewé il n'y a pas longtemps Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui est la plus grande banque du monde, qui nous a dit que la France serait un des plus grands bénéficiaires du Brexit. Alors, est-ce que vous partagez cette conviction et est-ce que ça se vérifie au sein même de HSBC ? Alors, nous, on est un groupe britannique et donc le premier élément de réponse, c'est personne ne bénéficie du Brexit, qui est une mauvaise nouvelle pour l'Europe en général. Après, effectivement, de facto, la perte du passeport financier pour les banques qui sont installées au Royaume-Uni transfère de l'activité économique du Royaume-Uni à l'Europe continentale, puisque un certain nombre de choses, des ventes de produits financiers, n'auront plus le droit d'être faites à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc, il y a effectivement un transfert d'activité économique, d'activité dans l'économie des services financiers sur l'Europe continentale, qui créera de l'emploi, de l'activité, de l'investissement, des impôts. Et HSBC a dit très publiquement que ce transfert se ferait principalement en France, puisque nous avions la chance d'avoir déjà une filiale française importante qui était prête à accueillir ce surcroît d'activité. Et ce transfert est en cours, progressivement. Il s'étalera au gré de la période de transition et en fonction des accords finaux sur le Brexit. Est-ce qu'une banque peut décider justement ou souhaiter orienter ces types de financement pour accompagner ces transitions ? Alors ça, c'est un choix individuel de chaque banque, effectivement. Certaines banques, selon leur positionnement, peuvent décider d'avoir un positionnement sociétal très fort et d'accompagner le changement climatique en s'interdisant elles-mêmes de financer certains types d'activités carbonées. Donc HSBC fait partie de celle-là, en ayant annoncé deux choses. D'abord, 100 milliards de financement d'énergie décarbonée et en ne finançant plus un certain nombre d'énergies fossiles dans un certain nombre de pays. Et en fait, presque plus de charbon, sauf dans 3 pays où nous pensons que la population ne peut avoir accès à l'électricité que par des centrales à charbon, mais partout ailleurs on ne le fait plus, et en ne finançant pas les ressources fossiles sous l'Arctique. Voilà.